Bon, maintenant, Oscar Canales, avec sa présentation, l'observation des dissimulations. Bon, on va un peu expliquer ce que c'est que cette histoire des occultations ou dissimulations. C'est ce que je fais depuis enfant, presque, oui, plutôt adolescent. J'ai découvert ce que c'était que les occultations. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, je pense que ça s'explique, mais c'est un corps du système solaire qui passe devant un autre système, notre objet, notre corps, comme un éclipse solaire et lunaire. Et moi, je travaille beaucoup avec les occultations par astéroïdes. Pourquoi est-ce qu'on observe les occultations? Eh bien, parce que les astéroïdes, comme le nom le dit, ont un aspect d'étoile stellaire. Et un paramètre physique, c'est différent. C'est difficile de voir ce que c'est qu'un astéroïde. Mais avec, si on dit des astéroïdes qui passent devant les étoiles, qui sont plus brillants et qui les cachent, qui les dissimulent. À droite, nous avons une observation à grand succès. C'est une occultation d'Antiope. Ce que vous voyez en blanc, c'est vraiment le corps qui a été masqué par l'étoile. Et donc, on voit la forme de cet astéroïde double. Et comment on l'a fait? Ben, on l'a fait en prenant les temps. Chaque observateur, là où il était, dans son point géographique, son emplacement, il a enregistré un temps différent où l'étoile disparaissait et puis elle réapparaissait. Et en unifiant toutes les données de tous les observateurs, on a ça, qui est quand même spectaculaire. C'est spectaculaire parce qu'on voit la mécanique céleste en mouvement. On voit qu'une étoile approche l'astéroïde et la masque. Elle disparaît. Et puis elle réapparaît. Donc on parle des choses qui se passent en secondes et qui se produisent à partir d'un endroit concret, à 1 kilomètre de distance. On n'apprécie peut-être pas ce phénomène. Donc c'est des phénomènes uniques. Que faut-il avoir pour observer les occultations? Basiquement un télescope, une source de temps, d'enregistrement de temps fiable, connaître notre position géographique, connaître les occultations possibles de l'endroit où nous sommes devant notre site d'observation et puis analyser les données et de les soumettre au centre de enregistrement et les mettre en commun avec d'autres observateurs. Parce que quand j'ai démarré, on ferait des observations purement visuelles. Tous les ans, il y avait des prédictions. Pour chaque continent, à peu près 90 ou 100 prédictions, avec une marge d'erreur énorme. Donc, elle disait, bon, il y a une possible occultation qui passera par ici, par Espagne. Mais la frange d'erreur englobait tout l'hémisphère de la Terre, pratiquement. Donc, vraiment, c'était une question de chance et presque de hasard d'arriver à voir l'occultation avec ces données. Mais bon, à l'époque, alors, on se mettait là, on observait une petite étoile pendant 20, 30 minutes en regardant fixement tout le temps, sans même pas fermer les yeux un instant. Et on était là avec la radio et on essayait de les capter. Et dès qu'on pouvait, c'était magnifique. Parce que même si on prédisait ces phénomènes, c'était franchement difficile de les voir. Et puis les erreurs humaines. Une personne qui est là à moins 4 degrés avec les yeux grands ouverts pendant 30 minutes, c'était très compliqué. Nous réagissons tous différemment, etc. Et quand même, on obtenait des résultats assez cohérents si on mettait les données en commun avec d'autres observateurs. Nous avons ici des exemples d'occultation obtenus vers la fin des 1990, des années 90. Après, tout a beaucoup amélioré, les prédictions étaient plus ajustées. En haut à gauche, c'est la prédiction que nous voyons dans la petite carte en couleur. On voyait la bande prévue pour l'occultation.
Et nous avons, alors voyons si je trouve ça. Ici, voilà, ici. Ici, nous avions la prédiction. Les points rouges sont des observateurs qui n'ont pas vu l'occultation et les verts, ceux qui l'ont vu. Donc, on le représente de manière géographique pour chaque endroit, selon les temps, et ainsi on reproduit le profil de l'astéroïde est ici dans ce cas. Et à droite, nous avons une autre occultation, un autre astéroïde grand qui a traversé l'Europe. On a pu reconstruire sa forme. Mais c'était tout visuel, hein. Il n'y avait pas de caméra ou de système d'enregistrement à part ça. Mais tout s'est amélioré. En début de siècle, on a vu les premières caméras sensibles. En plus, elles avaient un système d'insertion du temps avec le photogramme vidéo, donc les erreurs systématiques de chaque observateur, le temps de réaction, etc., n'étaient plus là, parce que tout était parfaitement comparable. Et on a commencé à voir de choses comme, par exemple, des instruments sensibles pour enregistrer le temps, etc. Un exemple réel. Ici, vous voyez une occultation. Il faut voir la petite étoile en haut à gauche. On va le faire marcher. Et voici le résultat que nous avons eu en bas, à droite. C'est le temps, heure, minute, seconde et les millésimes de début et fin de chaque photogramme de vidéo. Voilà. Vous allez voir la vidéo. Et on peut voir une occultation par après. Parce que avant, on ne pouvait pas la montrer aux autres, alors que maintenant, par après, on peut les revoir, les analyser, les commenter. Et voici, nous avons la chute, l'occultation et la réapparition de l'étoile. On peut tout mesurer, on peut obtenir les temps grâce à l'image. Donc c'était un saut qualitatif en avant énorme. Et puis on pouvait voir des choses comme ceci, notre occultation en vidéo. Et à droite, nous avons une courbe. Si vous voyez, la chute de l'étoile était instantanée, mais la réapparition a eu un petit gradient. Et donc la conclusion était que quand l'étoile est réapparue, on n'était pas vu en face, mais un peu en biais, pour ainsi dire. C'est en effet réel. Hein. Parlons maintenant du présent. Grâce à la mission d'astrométrie Gaïa, dont on nous a déjà parlé dans la première présentation de ce groupe, les astrométries des étoiles sont parfaites. Elles sont très très bien localisées et vraiment l'incertitude des occultations s'est beaucoup réduite. La seule chose qui nous empêche de voir une occultation, c'est l'imprécision des éléments orbitaux des astéroïdes qui existent évidemment. Grâce à Gaïa, ça va quand même certainement s'améliorer à l'avenir. Mais maintenant, nous sommes passés d'avoir une vingtaine ou dizaine de résultats positifs par an à avoir, moi par exemple, entre juin et août, j'en ai eu 9 par mes propres observations. 70% des fois, le résultat était positif pour moi. Parce que lorsqu'on est dans une prédiction dans du passage prévu pour l'astéroïde, c'est pratiquement sûr. Et il y a très peu d'erreurs. Donc tout s'améliore. Et ces éléments orbitaux, une fois qu'on l'a vu, sont enregistrés. Et c'est comme si qu'on a un cumul de données par la suite. Évidemment, il y a des logiciels pour calculer les prédictions. Et ce logiciel-là, occulte, on l'utilise pour tout. Ensuite, il y a des logiciels pour prendre les prédictions faites par beaucoup de groupes, les mettre dans ton emplacement, là où tu te trouves, et voir quelles occultations tu as chez toi. Donc, ça filtre ce que tu veux voir depuis chez toi. Je veux par exemple seulement des étoiles brillantes ou celles qui durent tant de temps. Il faut filtrer parce qu'il y a tant d'occultation qu'il faut quand même choisir un peu. Ensuite, il y a la version web
OW Cloud qui filtre tous les possibles phénomènes. Et la coordination est très importante. Et les logiciels de réduction d'observation d'occultation, avec les caméras qui incluent déjà le temps dans l'image, on voit exactement quand l'étoile disparaît, quand elle réapparaît sans aucun espace pour l'erreur. Tout est automatisé et tout le logiciel que nous avons dans la vie quotidienne, on peut l'utiliser pour les occultations, bien entendu. Voici la caméra la plus moderne pour les occultations. Ce que vous voyez sur l'écran, les images ont le temps exact sur elles. Et puis le logiciel Sarka permet que n'importe quelle caméra puisse enregistrer des occultations. SharpCap, ça s'appelle SharpCap. Donc si c'est bien synchronisé sur Windows ou le synchronisant avec le GPS, les occultations captées avec ce type de caméra sont très bonnes. Je pense que si dans la salle vous avez il y a des gens qui ont des caméras pour planétaire, on peut faire des occultations avec. Comme les observations sont très qualitatives maintenant et très exactes, il y a une augmentation d'observations positives. Une grande augmentation, hein. Il y a des centaines par an, vraiment, grâce par exemple à Gaia. Et la collaboration ProAm. Il y a des participants ici de l'année dernière. On a observé des occultations pour certaines missions. Il faut en tenir compte. C'est une vraie collaboration. Hein. On nous demande, s'il vous plaît, aidez-nous, que va-t-il passer? Parce qu'il faut des observateurs, que se passera-t-il avec cette occultation? Pour cette mission, on a besoin de telles données, il nous faut des gens qui observent quand même. Donc ça arrive. Et voici les résultats que nous avons eus de la mission Lucie. Et voilà, on voit, elle est disparue pendant une seconde, elle est réapparue. Nous avons ici une vidéo, regardez-la. Cette petite étoile est très très faible. Nous avons un grand télescope qu'on peut utiliser. Et cet objet se trouve à 45 unités astronomiques. Et c'est au-delà du système solaire et on voit les occultations de corps qui sont si loin que ça. C'est magnifique. Et ça, c'est un cadeau que j'ai reçu le 30 août cette année. Si on regarde cette petite étoile-là, on va mettre la vidéo, je vous raconte ce que c'est. Là, on prend des images de 2 dixièmes de seconde, 0,2 secondes. Vous avez vu qu'elle est disparue très brièvement. Mais c'était censé être l'occultation d'un astéroïde troyen, Hector, qui passait par le centre de l'Europe. Voici la bande de prédiction qu'on avait, la ligne de prédiction qu'on avait. Et moi, j'étais là, à 600 km. Mais, que se passe-t-il? Cet astéroïde a un satellite connu, il était découvert avec le Keck en 2011 et il y avait des modélages de l'orbite qui n'étaient pas connus. Maintenant, avec cette observation, on va pouvoir le caractériser parfaitement. Et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est des petites choses qu'on peut faire avec des occultations qui sont magnifiques. Et le week-end prochain, nous avons une énorme occultation de la mission, lui, ici à Navarre. Donc, on peut en parler. Et je suis désolée si j'ai parlé vite. Alors, y a-t-il des bases de données où on a tous les résultats des occultations
avant de l'analyse pour ne pas insérer quoi que ce soit. Oui. Dans les occultations, il y a des bases de prédiction qui sont d'ailleurs coordonnées. Il y a des personnes qui calculent. Chaque organisation internationale a sa propre base de données, mais avec le programme, avec le software occulte, il y a ici, par exemple, en Espagne, un groupe qui calcule les prédictions qui nous intéressent parce qu'elles passent par ici, et ainsi de suite avec tous les pays du monde. Et sur le plan continental, en Europe, il y a une personne responsable de coordonner toutes ces données. Aux États-Unis aussi, il y a des coordinateurs qui regroupent toutes ces données. D'ailleurs, c'est important parce que les astrométries des astéroïdes s'améliorent énormément avec les occultations. C'est très puissant. Avec la mission Gaia, l'astrométrie est en train d'améliorer et d'une manière incroyable. On a même des caractérisations des petits astéroïdes, hein, pas que les grands comme avant. C'est vrai que là, on essaye de travailler beaucoup plus fin et on a enregistré même des néos de 4 km. Oui, je posais la question parce que je crois qu'en Europe, c'est Eric Frappa qui fait toute cette gestion des résultats. Oui, et il y a un problème. Et il va arrêter. Est-ce que quelqu'un d'autre va le remplacer à l'avenir? Ouais, parce que lui, il a dit que ça suffit et qu'il va arrêter. Mais c'est vrai que c'est un problème. Et ici, en Espagne, il y aura de volontaires pour regrouper les observations. C'est-à-dire, on va essayer de passer en filtre et d'envoyer uniquement celles qui sont bien. Il y a des paramètres de qualité et qu'il faut respecter. C'est ce qu'il faisait avant. Il l'a fait jusqu'à maintenant. Et il faudra le faire à niveau européen et à niveau, j'espère, mondial. Là, il faudra le faire parce que aux États-Unis, ils utilisent un système pour l'enregistrement. Notre utilise une autre. Frappa, il utilisait le sien. Et on essaye de l'unifier. C'est vrai que c'est un sujet très important dont on parle maintenant. Et oui, il faut qu'il y ait quand même des niveaux de qualité qu'il faut unifier, des niveaux minimums pour ne pas envoyer n'importe quoi. D'autres questions? Sí, algunas palabras sobre la próxima ocultación del fin de semana que viene. On va voir la dernière diapo. Et je vais répondre en espagnol. Alors, la mission Lucie l'année dernière est arrivée ici avec un déploiement de télescope pour voir un décor que va occulter le satellite lancé. Un autre astéroïde s'appelle Eurybaldes, je crois qu'il a dit. Ah, Eurybates. Eurybates. Donc, ça passe par le nord de l'Europe, France, elle arrive en France, en Espagne, elle part par le golfe de Cadix. Et il y a différents endroits où on pense qu'on va l'observer. Ça va dépendre aussi des nuages. Hein. On est très dynamique. Si c'est le ciel est couvert, on part ailleurs. Mais c'est vrai qu'ici, ça passe par toute la Navarre, une partie d'Aragon, et c'est assez épuré, cette prédiction, et ça va pas se déplacer. C'est une étoile très brillante, la plus brillante de toutes les occultations de corps d'intérêt pour la mission Lucie. On a demandé de l'observation au monde entier, même si on est loin, parce qu'il se peut qu'on trouve des satellites ou des choses inconnues. Alors, si c'est dégagé, même que pour le faire en visuel, sans tenir compte des temps, c'est spectaculaire de le voir. Ça vaut la peine. Moi, j'ai fait ça et c'est vrai que maintenant, on l'enregistre et on le montre comme j'ai fait avec vous. Mais c'est vrai qu'ils ont demandé une collaboration sérieuse parce qu'ils vont venir ici avec une équipe un équipement très portable
fiable, mais très puissant. C'est dimanche prochain à 4 heures du matin. C'est un astéroïde intermédiaire, mais c'est vrai que ça peut être très intéressant à voir. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la présentation. Concernant l'équipement, nous travaillons sur photométrie et les caméras que nous utilisons sont relativement lentes. Alors j'imagine que, enfin, je me pose la question d'ailleurs, quel temps de latence faut-il avoir pour ce type d'observation? Ça dépend. Il y a des occultations qui ont des durées différentes, différentes magnitudes. Des fois, l'exposition, il ne faut pas beaucoup exposer, mais c'est le temps de décharge qui est plus important. Des fois, quand on n'a pas beaucoup de bruit de lecture, que le téléchargement est rapide, on peut le faire avec un équipement plus simple avec le CCD. On arrêtait le télescope, ça transitait par la caméra et on voyait le trait et on voyait que ça apparaissait, ça disparaissait. Oui, on fait cette technique-là avec CCD. Avec CCD aussi, avec du binning, on peut raccourcir le temps de téléchargement aussi. Mais ça dépend un peu combien brille cette étoile. Hein. Moi, je travaille à magnitude de 14 ans avec un télescope de 20 cm. Et la caméra intègre en moins d'une seconde avec un signal qu'on peut mesurer. On voit clairement la chute et puis quand ça réapparaît avec une marge d'erreur minimum de temps. Tout évolue. Si vous avez des caméras CCD, on peut essayer de le faire aussi. Si vous avez des caméras de planétaire, ça marche très très bien. Mais après, bon, la base de temps serait sur l'ordinateur. Mais avec StartCap, avec SharkCap, on peut obtenir ça en dixième du seconde. Donc, c'est tout à fait valable. Donc, il ne faut pas avoir une caméra dédiée. Moi, j'ai une caméra analogique et puis j'ai cette autre caméra maintenant. Mais des fois, avec ce qu'on a, ça suffit. Oui, et ça m'a frappé parce que vous utilisez des supports azimutales ou altazimutal. Oui, nous avons un collègue à Zaragoza qui a acheté un télescope de 500 mm. Moi, j'ai la caméra, mais avec ce télescope, le groupe de Grenade, des fois, nous demande de collaborer. C'est des occultations de magnitude 15, 16, mais c'est des durées, comme c'est des astéroïdes grands, mais ça à 500 km, c'est peut-être 20 secondes. Donc là, si tu prends 4 photogrammes où il est disparu, c'est mesurable et avec différents observateurs sur une ligne large, c'est vraiment du pétrole, c'est de l'or. Oui, maintenant, il faut qu'on finisse. Oui, merci beaucoup.